Prêt à vibrer autour de votre programme? OneXBet vous met dans le jeu. Bonsoir à tous, bienvenue dans cet entretien de la rédaction. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population en Côte d'Ivoire, une voix engagée pour la santé de la femme et de la jeune fille. Et avec elle, nous parlerons entre autres de la campagne de mobilisation contre la fistule obstétricale qui vient d'être lancée. Nous ferons une immersion au sein de cette agence des Nations Unies, notamment son mandat, ses réalisations dans notre pays et surtout ses défis. Cécile Compaoré, bonsoir. Bonsoir Evelyne. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est moi. Alors, avant de commencer cet entretien, nous voulons revenir sur les grands axes de votre parcours professionnel dans ce sujet proposé par la rédaction. Elle est la représentante de l'UNFPA en Côte d'Ivoire depuis le 13 mai 2022. De nationalité burkinabé, Cécile Zoungrana Compaoré entend contribuer efficacement au plaidoyer et au dialogue politique pour le développement humanitaire dans le pays. Une mission fortement possible pour elle, qui comptabilise 30 années d'expérience dans le domaine de la population et de la santé reproductive. De 2005 à 2011, elle a géré avec succès les programmes de coopération de l'UNFPA au Burkina Faso en tant que représentante adjointe de cette organisation des Nations Unies. De 2011 à 2015, elle a occupé ce même poste en Ouganda avant d'exercer en qualité de représentante en Mauritanie de 2015 à 2018, puis au Sénégal de 2018 à 2022. Avant de rejoindre l'UNFPA, elle a travaillé entre autres pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, de 2002 à 2005, pour le Plan international de 1998 à 2002, le Centre d'études et de recherche sur la population et le développement, CERPOD Mali, de 1995 à 1997, et l'Institut national de la statistique et de la démographie au Burkina Faso, de 1986 à 1993. Autant d'expériences qui prouvent la capacité de Cécile Zoungrana Compaoré à travailler avec le gouvernement, les ONG internationales, les institutions sous-régionales et les universités. Sur le plan académique, la représentante de l'UNFPA en Côte d'Ivoire est titulaire d'un doctorat en démographie de l'Université de Montréal au Canada, d'une maîtrise en démographie de l'Institut de formation et de recherche démographique IFORD de l'Université de Yaoundé au Cameroun et d'une licence en économie de l'Université de Ouagadougou. Riche de toute cette expérience, elle a publié plusieurs articles, seuls ou en collaboration, dans le domaine de la santé reproductive, y compris le VIH-Sida, l'égalité des sexes et l'éducation des filles. En bien de devoir, vous avez un parcours professionnel très riche, une femme qui a toujours été engagée. Quels ont été les moments forts pour vous de ce parcours professionnel? Bon, disons que c'est à UNFPA que j'ai réussi à me réaliser. Mais avant d'arriver à UNFPA, je suis passée par plusieurs agences et institutions. J'ai même travaillé pour le gouvernement du Burkina, dans l'Institut national de la statistique, ensuite à l'université, mais il me manquait toujours quelque chose. Parce que je suis démographe de formation et le cœur du métier du démographe se trouve au sein de l'Agence des Nations Unies pour la population. Et là, je suis vraiment en contact avec les bénéficiaires de nos programmes. Et c'est vraiment très enrichissant de voir que les interventions que nous menons contribuent à changer la vie des populations, notamment des femmes et des jeunes filles et des jeunes garçons. Alors, on peut dire que vous avez retrouvé votre passion. Tout à fait. D'accord. Parlez-nous donc de cette Agence des Nations Unies pour la population. C'est quoi son mandat principal? L'Agence des Nations Unies pour la population, c'est l'agence qui œuvre pour la promotion de la santé de la reproduction. Donc, nous sommes spécialisés dans ce domaine-là et nous accompagnons le gouvernement pour faire en sorte que chaque grossesse est désirée, que chaque accouchement est sans danger et que le potentiel de tous les jeunes est réalisé. Et de ce point de vue, nous ciblons 3 grands objectifs, 3 grands résultats. C'est faire en sorte d'éliminer tous les décès maternels qui sont évitables, de faire en sorte que toutes les femmes et les jeunes qui ont besoin, tous les couples qui ont besoin d'utiliser une méthode moderne de contraception puissent y accéder. Donc, 0 besoin non satisfait en planification familiale. Et comme vous le savez, nous sommes en Afrique et les normes sociales constituent vraiment souvent des barrières très
importantes à l'utilisation des services de santé, à l'accès des filles à l'école, à l'épanouissement et à l'autonomisation des femmes. Donc le troisième grand résultat, c'est faire en sorte d'éliminer toutes les violences basées sur le genre. Ok. Pourquoi a-t-on eu besoin de créer l'UNFPI? Pourquoi a-t-on eu besoin de se donner une telle mission? C'est quoi l'état des lieux, je dirais de façon générale, dans le monde? De façon générale, nous voyons que beaucoup de femmes meurent en couche, en donnant la vie. Beaucoup de femmes et de jeunes filles n'ont pas accès à l'éducation et les violences basées sur le genre qui font en sorte que les femmes ne peuvent pas s'épanouir sont prévalentes et ça perdure malgré les efforts. Et c'est également une question de droit. Aller à l'école, c'est un droit. Pouvoir accéder aux services de santé, c'est un droit. Avoir la latitude d'aller rendre visite à sa mère, à son oncle, c'est un droit. Mais nous voyons que, de façon globale, les femmes sont un peu opprimées dans leurs droits. Leurs droits ne sont pas toujours exercés à sa plus grande valeur. Donc c'est pour ça que l'Agence des Nations Unies est là pour aider à restaurer les droits des femmes, leur dignité et à leur faciliter vraiment l'accès aux services sociaux de base pour leur permettre de vivre pleinement leur vie et de contribuer efficacement au développement des pays. Et ça fait plusieurs années que l'Agence des Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour la population est en Côte d'Ivoire. Quelles sont, selon vous, les plus grandes réalisations dans les différents axes que vous venez de citer? Bon, il va sans dire que ce que je vais dire, UNFPA ne peut pas l'assumer à 100% parce qu'il y a beaucoup d'autres partenaires qui existent sur le terrain et qui accompagnent le gouvernement. Donc je vais citer dans un premier temps la réduction de la mortalité maternelle. Au cours des 10-15 dernières années, la mortalité maternelle a été réduite drastiquement, passant de 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et ça depuis de 2012 à 2021. Et ça fait une baisse de 37%, ce qui est appréciable. Et nous avons accompagné le gouvernement de ce point de vue-là en renforçant les capacités, renforçant le système de santé, en formant du personnel de santé, en équipant également les centres de santé, les hôpitaux et en faisant en sorte que les conditions soient réunies pour que les femmes puissent accoucher dans de bonnes conditions. Et ceci vaut aussi pour les questions d'éducation, les questions de planification familiale. Par exemple, actuellement, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui a fait de grands pas dans le domaine de l'utilisation de la planification familiale. Dans la même période de 2012 à 2021, nous avons pu engranger près de 300 000 nouvelles utilisatrices, ce qui propulse la Côte d'Ivoire comme une locomotive de la question au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Par rapport aux questions de violence basées sur le genre, nous accompagnons le gouvernement pour créer des espaces sûrs. Et à l'heure actuelle, on a pu accompagner le gouvernement à mettre en place près de 90 plateformes multisectorielles qui donnent l'information et les services et aux femmes qui en ont besoin, les femmes victimes de violences, mais celles aussi qui veulent prévenir la violence, peuvent utiliser ces centres pour avoir l'information nécessaire. Nous avons également accompagné le gouvernement pour mettre en place des lois et des mécanismes qui permettent de prévenir la violence. Et si la violence intervient, les lois sont également là pour réprimer, pour condamner et faire en sorte que la femme restaure sa dignité et puisse continuer à s'occuper d'elle-même, de sa famille, de façon efficace. En revenant un peu sur les centres dont vous venez de parler en ce qui concerne les violences faites aux femmes, où trouve-t-on ces centres? Comment y accéder? Les centres ont été décentralisés. Donc, dans presque toutes les régions, il y a actuellement un centre de prise en charge des questions de violence basées sur le genre. Et à côté de ces centres que nous appelons plateformes multisectorielles, parce que c'est un guichet unique
quand la femme y entre, elle peut avoir accès à toute une gamme variée de services et d'informations. Et à côté de ces centres, il y a aussi ce qu'on appelle des espaces sûrs. Et il y en a aussi dans presque toutes les régions où les femmes peuvent se retrouver et se sentir à l'aise, partager leurs expériences et trouver aussi des solutions à leurs problèmes. Et ces centres contribuent également à la cohésion sociale. À l'introduction de cette émission, vous parliez justement du fait qu'avec ce mandat de UNFPA, vous êtes au contact des populations. Est-ce qu'il y a une expérience au terrain qui vous a particulièrement marqué pendant votre mission? Disons que dans le cadre de l'accompagnement des filles, de façon à les sortir peut-être pas de la pauvreté, mais des environnements qui les maintiennent dans une position pas très reluisante, qui les empêchent d'aller à l'école, par exemple, ou bien les conditions qui font en sorte qu'elles se retrouvent peut-être enceintes sans le vouloir. Je vais donner une expérience au niveau du Sénégal, où UNFPA a accompagné le gouvernement à mettre en place des clubs de jeunes filles. Okay. Et comme vous le savez, les violences basées sur le genre se manifestent de plusieurs façons. Il y a les mariages forcés, les grossesses non désirées, le fait que les filles ne fréquentent pas l'école aussi nombreuse que les garçons, ou bien quand elles y entrent, des circonstances les empêchent de continuer et d'arriver peut-être à l'université. Et ces clubs-là ont été mis en place en 2014, c'était avant que je n'arrive, mais quand je suis arrivée, j'ai pu booster l'expérience qui a permis de faire en sorte que, en tout cas, les filles qui sont dans les clubs de jeunes filles, elles sont sauvées des mariages précoces, elles sont sauvées des mutilations génitales féminines et elles peuvent fréquenter l'école et même aller jusqu'à l'université. Et c'est un partenariat entre les jeunes et puis leur communauté et surtout leurs parents, où les jeunes filles disent « Papa, maman, laissez-moi fréquenter l'école. En retour, je m'engage à ne pas tomber enceinte. » Et vraiment, ça marche, parce que c'est une initiative basée sur un engagement communautaire. Il n'y a pas que les parents qui s'engagent, il y a aussi tous les membres de la communauté, l'imam, le prêtre, l'enseignant, le personnel de santé qui sont là pour accompagner les filles et les parents dans cet engagement-là. Et l'expérience a montré que de 2014 jusqu'à 2022, jusqu'à ce que je quitte le Sénégal, aucune fille de ces groupes de jeunes filles, de ces clubs-là, n'est tombée enceinte. Et on voit qu'elles progressent bien dans leur scolarité. Ce sont des filles modèles, et à telle enseigne que la plupart des parents veulent avoir leurs filles dans les clubs de jeunes filles. Bon, malheureusement, les ressources manquent pour étendre l'échelle et l'expérience à l'échelle nationale, mais c'est une expérience qui est vraiment gratifiante parce que ça permet de sauver les filles et de faire en sorte qu'elles progressent normalement dans leur scolarité sans embûches jusqu'à l'université. Est-ce que c'est une expérience que vous avez l'intention de reproduire en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Mais ça demande toute une batterie de partenaires, de moyens. Il faut que nous soyons tous au même niveau d'information pour y arriver, au même niveau d'engagement également. Avant de parler en profondeur des violences basées sur le genre en ce qui concerne la Côte d'Ivoire avec les mariages forcés, les grossesses non désirées, j'aimerais qu'on parle de cette campagne de mobilisation que vous venez de lancer. Quand je dis vous, je parle bien sûr de UNFPA, mais de tous les partenaires contre la fistule obstétricale. Pourquoi est-ce une priorité? Pourquoi cette campagne de mobilisation? Je disais tout à l'heure que il y a beaucoup de femmes, en tout cas en Afrique, qui meurent en donnant la vie. Et ça s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, au niveau de la communauté, tout le monde n'est pas au même niveau d'information. Et souvent, les moyens aussi manquent. Et quand une femme tombe enceinte et qu'elle ne fréquente pas les services de santé, ça peut contribuer à créer des problèmes qu'on aurait pu éviter au moment d'accoucher. Et les accouchements qui ne sont pas suivis
par les professionnels de santé, les accouchements qui interviennent à la maison ou sur le chemin du centre de santé peuvent se compliquer. Et s'il n'y a pas s'il n'y a pas un professionnel de santé pour accompagner la femme pour qu'elle ait son enfant dans de bonnes conditions, ça peut finir soit le décès ou ça peut finir avec une fistule. Okay. Et la fistule, c'est une lésion, c'est une déchirure entre le vagin et puis le rectum qui fait que la femme devient incontinente. Et elle survient par la suite d'un accouchement difficile, prolongé et sans soins médicaux adéquats. Donc la femme, elle peut perdre de façon continue les urines ou bien les selles et les urines à la fois. C'est ce qu'on appelle la fistule obstétricale. Et la prévalence de la fistule obstétricale est très élevée en Côte d'Ivoire, c'est 1%. Cette prévalence nous est donnée par l'enquête démographique et de santé de 2021. Et en rapportant ces 1% à la population des femmes en âge de donner naissance, de procréer, c'est-à-dire de 15 à 49 ans, nous nous retrouvons avec environ 74 000 femmes qui vivent actuellement avec la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Nous avons eu la chance de collaborer avec le ministère de la Santé, le ministère de la Femme et un partenaire de taille, KOICA, l'Agence coréenne pour le développement, qui a financé un projet d'élimination de la fistule obstétricale depuis 2012, qui s'est terminé en 2024. Et nous avons besoin de continuer cette lutte-là parce que le stock de femmes qui attendent d'être opérées est encore énorme. Et chaque année, il y a entre 250 et 500 nouvelles femmes vivant avec la fistule qui s'ajoutent. Donc, nous avons voulu faire en sorte de prolonger le projet financé par le KOICA depuis 2012 et qui a permis d'opérer près de 4500 femmes et de réinsérer plus de 2000 femmes dans leur communauté. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que la fistule obstétricale est une maladie avilissante. Elle prive les femmes de leur dignité puisque les urines coulent sans arrêt, les urines ou les selles. Et puis, elle les isole de leur communauté. Dès qu'une femme a la fistule, elle est carrément mise à l'écart parce que les urines coulant sans arrêt, elle-même, elle se sent inconfortable et les odeurs les éloignent également de la communauté. Elles ne peuvent plus mener d'activité économique ni d'activité sociale. C'est vraiment un drame qu'il faut éradiquer. Donc, nous avons pensé qu'en menant cette campagne massive de mobilisation de ressources, nous pourrions mobiliser des ressources financières qui vont permettre de continuer le projet que nous avions avec la KOICA en attendant que d'autres partenaires acceptent de nous accompagner. 74 000 femmes qui souffrent de cette maladie, selon ce que vous venez de nous dire. Est-ce qu'on a une idée de la zone de concentration de ces cas? Est-ce que nous sommes en zone urbaine, en zone rurale, ou c'est sur toute l'étendue du territoire national? Disons que c'est sur toute l'étendue du territoire, mais majoritairement en zone rurale où les communautés vivent loin des centres de santé. Parce que s'il faut marcher 10-15 km avant de trouver un centre de santé, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas facile et la fréquentation n'est pas optimum. Donc c'est surtout les zones rurales les plus reculées où l'on trouve vraiment la fistule obstétricale de façon prévalente. Mais même en ville, ça existe parce que si l'accouchement est long et difficile et que la femme ne va pas immédiatement au centre de santé pour trouver une assistance technique qui convient, même en ville, une femme peut se retrouver avec la fistule. Alors on dira que c'est une situation qui a certainement plusieurs causes. Selon vous, quelles sont les causes principales? L'accès aux soins, l'accès aux centres de santé ou l'absence d'un personnel qualifié? Les causes sont multiformes, mais elles sont à la base au sein des communautés. Vu le statut des femmes qui est généralement très bas, la plupart des femmes ont besoin d'une assistance financière pour fréquenter les centres de santé
ou même quand le côté économique n'est pas une barrière, il y a les normes sociales qui valorisent souvent le fait qu'une femme doit souffrir avant de donner naissance. Ce n'est pas le cas? La femme ne doit pas souffrir? Non, je ne pense pas. D'accord, dites-nous. Je n'y crois pas du tout. Donc, il faut que nous puissions sensibiliser la communauté à la base pour que dès que le travail se déclenche, que la femme aille immédiatement dans un centre de santé pour avoir de l'assistance. Mais généralement, on va dire non, il faut attendre, ce n'est pas encore arrivé. Et elle souffre, le bébé essaie de passer, mais ne passe pas. Et c'est ça qui crée généralement la fistule. Donc, c'est à la base, au niveau de la communauté, l'accès aux services de santé sans avoir besoin ni de l'autorisation du mari, ni de la belle famille. Il y a aussi le mariage précoce, puisque les filles sont généralement mariées avant 18 ans, l'âge où le corps n'est pas encore suffisamment développé pour accueillir un bébé. Il y a également les grossesses précoces. Il y a les mutilations génitales féminines. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont enracinés au niveau des communautés que nous devons contribuer à enrayer pour libérer les femmes de ce joug-là. Il y a aussi la distance entre la communauté et le service de santé. Mais une fois qu'on a réussi à braver cette distance, il y a encore des facteurs au sein du service de santé qui peuvent contribuer à la fistule. Parce que si la femme n'est pas prise en charge immédiatement quand elle arrive, ça veut dire que le travail qui a déjà commencé à la maison va se poursuivre. Si la prise en charge au sein du service de santé n'est pas immédiate, là aussi ça peut créer une fistule. Une Côte d'Ivoire sans fistule obstétricale, c'est un projet ambitieux. Il y a plusieurs causes que vous venez de citer. Quels sont les différents axes d'intervention? Prendre en charge les cas existants, 74 000 femmes. Comment faire pour éviter qu'il y ait de nouveaux cas? Quels sont les différents axes que vous prenez en compte dans cette campagne de mobilisation? La campagne, elle a 3 grands volets. C'est, comme vous l'avez dit, une campagne d'opération des femmes qui vivent actuellement avec la fistule. Parce qu'une fois qu'on a la fistule, le seul moyen de soigner, c'est une opération chirurgicale. Donc la campagne a commencé du 12 et s'est arrêtée au 22 mai. Mais c'était juste pour opérer des cas de complexe de fistule obstétricale qui attendaient depuis un bout de temps d'être pris en charge. Et le deuxième volet, ça consistait en une conférence régionale pour partager les expériences en matière de prise en charge de la fistule. Et ça a permis de mobiliser les pays de la sous-région ouest-africaine qui sont venus partager leurs expériences avec les spécialistes de la Côte d'Ivoire dans le domaine de surtout la prise en charge de la fistule obstétricale en routine. Il va sans dire que si on ne prend pas en charge la fistule de façon quotidienne dans les centres de santé, ça va être difficile de finir de prendre en charge le stock des 74 000 femmes qui attendent, sans compter les nouvelles qui se créent chaque année. Et le troisième volet, c'est la campagne de mobilisation de ressources. Et nous sommes ambitieux, nous comptons mobiliser 1 milliard de francs CFA entre maintenant et décembre 2025 pour prendre en charge 1000 femmes. Parce que la prise en charge holistique coûte relativement cher et nous l'avons estimé à environ 900 000 par femme. Donc après l'opération, il y a aussi la réintégration sociale qui demande également beaucoup de ressources parce qu'il faut installer les femmes dans une activité économique qu'elles auront choisie pour leur permettre de se régénérer et de retrouver leur place au sein de la communauté. Alors, 1 milliard de francs CFA à mobiliser d'ici décembre 2025. C'est effectivement très ambitieux. Vous avez organisé dernièrement un dîner gala de levée de fonds. Peut-on avoir une idée des fonds mobilisés à ce jour? Disons qu'à ce jour, même avant, puisque nous avons commencé les activités, comme je vous l'ai dit, depuis le 12 mai,
même avant le gala, il y a beaucoup de partenaires qui s'étaient déjà engagés à contribuer. Je pense que nous, entre le 12 et puis le jour du gala, nous avons pu engranger environ entre 30 et 40 millions. Mais vous voyez que c'est encore une goutte d'eau dans la mer par rapport à ce que nous visons. Dans le cadre des partages d'expériences dont vous avez parlé tout à l'heure avec les différents pays de la sous-région, quel est le meilleur cas, la meilleure expérience en termes de prise en charge de la fistule dans la sous-région ouest-africaine? Je citerai le Niger parce qu'ils ont, bon, tout comme la plupart des pays, il y a des centres de référence, des hôpitaux de référence qui peuvent opérer la fistule. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, le projet COICA dont je vous ai parlé a permis de réhabiliter 10 hôpitaux CHU et CHR qui sont à même de prendre en charge la fistule, en tout cas côté opération chirurgicale. Mais la routine n'est pas encore dans la pratique quotidienne. Nous organisons généralement des campagnes, comme on l'a fait entre le 12 et le 22. Donc, on bloque 1 à 2 semaines où les chirurgiens ne font que opérer les femmes qui attendent d'être restaurées et d'être réparées, comme on le dit. Mais au Niger, ça se passe très bien. La routine est vraiment enclenchée dans le quotidien des chirurgiens. Et ils ont partagé leur expérience qui a été vraiment très bien accueillie. Campagne de mobilisation, dans cette campagne de mobilisation de fonds, qui peut contribuer et à hauteur de combien? Est-ce que c'est une campagne qui est ouverte à tous les Ivoiriens qui nous écoutent ce soir? Peut-être quelqu'un se dit, j'ai envie de contribuer au regard de ce que j'entends comme chiffres, comme conséquences physiques. Est-ce une campagne ouverte à tout le monde et comment y contribuer? Tout le monde peut contribuer. D'ailleurs, nous avons même adopté ce qu'on appelle le crowdfunding. C'est un financement participatif. Tout le monde peut contribuer. Si j'ai ceux qui ont 500, ceux qui peuvent se permettre, qui ne peuvent donner que 500 peuvent donner, ceux qui peuvent donner 5000 peuvent donner. C'est vraiment ouvert à toute la population, toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire et même au-delà. Parce qu'on a ouvert un compte bancaire et on a aussi travaillé avec Cinépay qui a mis à disposition des lignes budgétaires et le mobile money qui permet à chacun de pouvoir contribuer selon ses moyens. Donc même 5 francs, nous pouvons prendre. Vous vous imaginez, la Côte d'Ivoire a environ 30 millions d'habitants. Si chaque Ivoirien, chaque personne qui vit en Côte d'Ivoire ne donne que 1000 francs, vous voyez ce que ça peut faire. Donc c'est une campagne vraiment ouverte et qui s'adresse à tout le monde. D'ailleurs, les messages que nous avons élaborés et qui passent sur les ondes de la radio s'adressent à toutes les populations, toutes les couches de la population. Cécile Compaoré, vous avez décrit les conséquences sociales, physiques pour les femmes qui souffrent de cette pathologie. Est-ce que vous avez un message pour elles ce soir à leur adresser, à toutes ces femmes qui souffrent de la fistule obstétricale? Aux femmes qui souffrent de la fistule obstétricale, je dirais qu'il y a de l'espoir parce que la fistule obstétricale n'est pas une fatalité et elle se soigne à l'hôpital. Et les soins sont gratuits. Donc, j'invite toutes les femmes à se rendre immédiatement à l'hôpital où elles pourraient trouver les soins pour leur permettre de retrouver leur dignité et de contribuer efficacement au développement de leur famille, de leur communauté et de leur pays. Dans votre intervention de ce soir, on a beaucoup entendu parler de prévention. Que diriez-vous à une jeune femme qui aspire à l'enfantement? Quelles sont les précautions qu'elle doit prendre pour éviter cette pathologie? Aux filles qui aspirent ou aux femmes qui aspirent à l'enfantement, je leur dirais
de se rapprocher des systèmes de santé, des centres médicaux où les sages-femmes peuvent les accompagner utilement, les infirmiers peuvent leur donner les conseils nécessaires. Et si elles tombent enceintes, de fréquenter régulièrement les services de santé. Les visites prénatales sont recommandées, au moins 4 tout au long de la grossesse. Et durant ce cheminement, elles auront toutes les informations dont elles ont besoin, comment se préparer à l'accouchement et surtout prendre ses dispositions pour accoucher dans un centre de santé pour avoir les soins adéquats. La lutte contre les violences basées sur le genre en fait partie des missions du Fonds des Nations Unies pour la population. Quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire? Et je veux juste parler du mariage précoce, des grossesses non désirées. Disons que les statistiques nous montrent que la violence basée sur le genre est prévalente en Côte d'Ivoire. Par exemple, les femmes qui déclarent avoir déjà été violentées par leur partenaire immédiat, leur partenaire intime, on l'estime à 29%. Et les mutilations génitales féminines sont également prévalentes, environ 21%, et les mariages précoces de l'ordre de 22-23%. Qu'est-ce qui explique cela? Disons que ce sont nos coutumes, nos traditions, nos normes sociales qui font en sorte que la femme doit avoir un statut, généralement un statut inférieur comparé à l'homme. Et on pense que une jeune fille doit pouvoir se marier dès que la puberté apparaît, parce que la plupart des familles ont peur de se retrouver avec une fille enceinte. Donc, du coup, on les donne en mariage très précocement. Et du coup, la grossesse avant 18 ans intervient et elle se retrouve généralement à manquer de soins et à manquer de tout ce qu'il faut pour que la grossesse puisse se passer de façon harmonieuse. Est-ce qu'il y a une différence entre le mariage précoce et le mariage forcé, ou c'est la même chose? Il y a une différence, mais les deux peuvent se rejoindre. Parce qu'un mariage peut être précoce, mais si la fille et le garçon et son potentiel conjoint sont d'accord entre eux, s'ils s'aiment et qu'ils veulent s'unir pour la vie, pourquoi pas. Mais la loi impose d'attendre 18 ans pour se marier. Donc ça, c'est un mariage précoce qui n'est pas forcé. Mais le mariage forcé, c'est qu'on donne la fille ou le garçon en mariage alors qu'elle n'a pas choisi, elle n'est souvent pas d'accord pour ce mariage. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes qui sont battues, qui sont victimes de violences de la part de leurs partenaires. Et je me souviens qu'à l'introduction de cette émission, vous avez également parlé des lois qui ont été prises, du dispositif de prise en charge qui a été mis en place. Aujourd'hui, quelles sont les voies de recours pour ces femmes et même ces hommes qui sont victimes de violences de la part d'un partenaire? Il y a des centres qui existent, il y a des centres d'accueil qui existent pour accueillir les femmes ou les hommes qui sont victimes de violences et qui sont à même de procurer des conseils et également des services, parce que, par exemple, une femme battue qui se retrouve totalement amochée, il faut l'aider à avoir les soins nécessaires. Et souvent, elles sont chassées de leurs cellules familiales, donc il faut des centres pour les accueillir pendant qu'on essaie de rétablir, de concilier, faire la conciliation pour rétablir la relation avec le conjoint qui l'a violenté. Ça peut bien se passer et la femme retourne en famille, mais généralement c'est très difficile et c'est très long. Donc il y a des centres d'accueil qui existent. Je pense qu'au cours du mois dernier, la première dame a même inauguré un centre à Djaké qui a l'ambition, qui a le mandat, qui œuvre pour accueillir les femmes victimes de violences au sein de ce centre-là. Donc les espaces sûrs dont je vous ai parlé et même les centres les plateformes multisectorielles de lutte contre les violences
basées sur le genre sont là pour accueillir les victimes de violences. Et parmi les solutions, on entend souvent parler d'autonomisation économique de la femme. En quoi est-ce que l'autonomisation économique est-elle un levier essentiel pour mettre fin aux violences basées sur le genre? Parce que l'autonomisation économique des femmes, c'est tout un programme. C'est accompagné d'informations, de sensibilisation, de formation pour leur permettre d'avoir plus de leadership, de connaître leurs droits. Et là, elles sont à même de dialoguer peut-être avec le conjoint, avec la belle famille, avec l'entourage. Ça leur permet de sortir de leur carcan habituel, sans compter que si l'autonomisation économique leur permet de monter une activité génératrice de revenus, généralement, ça améliore leur statut dans la famille parce qu'elles sont à même de contribuer aux dépenses du ménage, à payer les frais de scolarité, les frais de santé de tous les membres de la famille et ça rehausse leur statut, ce qui leur permet de pouvoir interagir de façon efficace avec la famille et également avec le conjoint. Vous avez parlé de la mobilisation de tous contre les violences basées sur le genre, contre la fistule. Selon vous, comment est-ce que les communautés, les citoyens, mais je veux surtout m'intéresser aux médias, peuvent-ils appuyer le message de l'UNFPA pour mettre fin à ces violences, pour cette Côte d'Ivoire sans fistule? Les journalistes et les médias de façon générale sont des voies privilégiées pour passer les messages en termes de santé, en termes de droits et en termes de communication efficace entre les femmes et leurs familles et leurs communautés. Donc, chaque mot que les journalistes écriront, chaque article qu'ils publieront ou chaque émission radio ou télé permet de partager l'information efficace et de renforcer les capacités des femmes, des jeunes et de toute la communauté par rapport à la question des violences basées sur le genre et sur les fistules de façon particulière. Cécile Compaoré, nous sommes au terme de cet entretien. Nous avons beaucoup appris. Nous avons pu avoir des informations sur les activités du Fonds des Nations Unies pour la population. Est-ce que vous avez un dernier message et pour qui? Mon message s'adresse à tous les partenaires, tous ceux qui sont à même de contribuer, surtout pour l'élimination de la fistule obstétricale. Et pour que nous puissions nous tenir tous la main, nous savons qu'elle est évitable, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. On a besoin de tout le monde, en partenariat avec le gouvernement, pour faire en sorte que la fistule obstétricale soit éliminée totalement de la Côte d'Ivoire d'ici 2030. Merci. Nous sommes donc à la fin de cet entretien de la rédaction. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un autre entretien de la rédaction. Prenez soin de vous, de vos rêves et de vos proches. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.